je m'appelle Sophie Rodriguez et je suis journaliste au lycée de La Fontaine des Eaux. Et donc, on avait quelques questions à vous poser, à vous, Madame la députée au Parlement européen. Donc, on voulait d'abord vous parler de votre parcours, vous interroger sur votre parcours, puis sur la journée qui vient de se dérouler et aussi celle de demain. Et enfin, sur des questions sur l'Europe en général, si ça vous va. Parfait. Alors, j'avais première question. Quel a été votre parcours personnel avant d'arriver en députée européenne ? Alors déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Védrenne. Je suis donc effectivement députée européenne. Je suis devenue députée européenne en 2019. Avant, j'étais directrice de la Maison de l'Europe de Rennes. Donc, mon travail, c'était plutôt l'information, la communication autour des enjeux européens, parce que j'ai fait des études de droit, et spécifiquement en droit européen. Rien ne me prédestinait pour autant à devenir députée européenne. J'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, notamment au sein d'associations. J'étais engagée dans le cadre associatif et c'est là où j'ai commencé à rencontrer des responsables politiques qui, en 2019, m'ont sollicité. Puis moi, c'est vrai que je m'étais dit, voilà, pourquoi pas poser une candidature pour être candidate à ces élections européennes, et ça s'est matérialisé. J'étais la numéro 3 sur la liste en 2019 de la majorité présidentielle, et donc on a eu un score important qui nous a permis d'avoir 23 élus au Parlement européen, donc un changement de vie radical après donc des études de droit européen, une carrière dans le privé. D'abord, j'ai commencé ma carrière dans le développement projet éolien, puis à la Maison de l'Europe. D'accord. Et est-ce que ce sont du coup ces rencontres qui ont formé votre engagement politique ? C'est là où tout a commencé ? En fait, je pense que tout a commencé il y a longtemps, finalement. Je pense que mon engagement pour les enjeux européens, il est profond et il date de ma jeunesse, même plus jeune que vous. Je suis originaire de Limoges, en fait. Et quand vous vivez à Limoges, quand vous avez votre âge, mais même avant, quand vous êtes en école primaire, au collège, au lycée, vous allez régulièrement avec votre école, mais aussi avec votre famille, à Oradour-sur-Glane. Donc c'est un village qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été dévasté, où des gens ont été tués, notamment des enfants, par les nazis. Et je pense que ces visites, ces rencontres à la fois de résistants, à la fois dans d'autres lieux. Par exemple, j'ai eu l'opportunité, via un programme européen d'échange, d'aller à Belgrade et d'échanger avec des jeunes de mon âge qui ont vécu les bombardements, ou d'aller au Sénégal. Là, j'y avais été pour des vacances. Et quand vous visitez au Sénégal l'île de Gorée, c'est l'île aux esclaves, vous avez des petites pancartes manuscrites. Et quand je suis rentrée là, voilà, comme quoi, des fois, les hasards de la vie, la première pancarte sur laquelle je tombe, il était écrit à la main, ici, comme un Oradour-sur-Glane, on ne pourra jamais dire ce n'est pas arrivé. Et en fait, mon engagement, il est lié à ces lieux, à ces rencontres, à ces personnes qui m'ont toujours fait comprendre que ni la paix, ni la liberté étaient un acquis, qu'il fallait toujours s'engager justement pour les défendre, et qu'on avait la chance de vivre sur un continent où justement on avait créé un espace politique et institutionnel qui garantissait cette paix. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu justement à l'Union européenne, et après à me spécialiser dans le cadre de mes études sur ces enjeux, mais sans savoir qu'un jour j'allais devenir députée européenne pour autant. D'accord, donc c'est une histoire qui est quand même assez forte et assez personnelle aussi. Et maintenant, vous êtes députée au Parlement européen, et j'avais une question, parce que vous comme moi, nous sommes des femmes. Et donc je me demandais, qu'est-ce que c'est qu'être une femme en politique et au Parlement ? C'est intéressant et c'est très révélateur, votre question et la façon dont vous l'avez formulée, parce qu'effectivement, je pense que si c'était peut-être un homme à votre place, il n'aurait pas formulé cette question, il ne l'aurait pas formulée de la même façon. Tout le temps, quand j'interviens dans le cadre scolaire, la question de la place de la femme, de l'équilibre entre ma vie personnelle, ma vie politique, ma vie professionnelle, est toujours posée par des jeunes filles. Comme quoi, l'ancrage est très profond et que nous-mêmes, parfois, on se met des barrières. Alors oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis maman d'une petite fille qui a 11 ans. Des fois, c'est pas simple, la vie de famille. Mais j'ai la chance d'être entourée, épaulée.
J'ai pris cette décision de m'engager en politique aussi avec le soutien de mon mari, de ma fille, de ma famille. J'aurais jamais pris cette décision si eux, ils ne l'acceptaient pas non plus. Mais cette question la pose souvent aux femmes, effectivement, de la gestion des deux et jamais aux hommes. Un jour, je me souviens d'un dîner avec plusieurs collègues où une collègue n'arrêtait pas de m'interpeller sur la gestion de ma vie personnelle, ma fille, ta fille, elle est quand même petite, etc. Puis à un moment, je lui dis, mais arrête avec ça. Je fais, est-ce que tu poses la question à mon collègue en face moi, j'ai qu'une fille, lui, il en a 3, dont des enfants plus jeunes que les miens. Je dis, est-ce que tu lui poses la question de la gestion des couches ? Non. Par contre, on me la pose à moi. Et parfois, en plus, sous un côté un peu culpabilisateur. Ah, t'es pas chez toi, etc. Alors, voilà, oui, il y a des vrais enjeux, il ne faut pas les nier, mais c'est comment quand même les femmes ont créé les conditions pour pouvoir justement s'engager, que ce soit dans la vie professionnelle avec des postes à responsabilité ou dans la vie politique. Mais c'est quand même frappant de se dire que tout dans notre éducation nous ramène quand même à « Ah oui, mais est-ce qu'il faut prendre cette décision, pas le faire, etc. » Je pense que la clé, c'est vraiment d'être bien accompagné et d'être bien entouré quand même pour pouvoir s'engager, parce que c'est vrai que le monde politique n'est pas toujours facile. Puis après, dans notre quotidien d'élus, ce qui est assez aussi révélateur, c'est que vous avez, par exemple, beaucoup plus de femmes dans les commissions emploi et affaires sociales, culturelles, et moins dans les commissions, par exemple, économie, commerce international. On est moins nombreuses en tant que femmes dans ces commissions. Donc là aussi, j'ai pris ma place. Et je pense que si j'ai pris ma place, c'est aussi parce que j'ai de la chance d'avoir un papa qui m'a toujours dit de prendre ma place dans la société, qu'on ne me la laisserait pas, et qu'il fallait se battre pour justement obtenir ce qu'on avait envie et porter les idéaux auxquels on croit. Donc voilà, je le fais chaque jour. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent parce que malheureusement, heureusement, c'est de moins en moins rare de voir des femmes puissantes et qui sont aussi au pouvoir, mais ça reste toujours des questions assez compliquées. Et donc, vous avez dit que vous étiez bien entourée de votre famille avant, et je me suis dit, après, est-ce que quand vous êtes élue, vous êtes seule à travailler ou est-ce qu'il y a des personnes qui vous aident ? Qu'est-ce que vous faites toute seule ? Qui intervient quand ? C'est ce genre de questions. Mon quotidien de député européen, il est avec mes collaborateurs. J'ai 3 collaborateurs qui m'aident sur à la fois le travail politique, technique, logistique, organisationnel, les événements. Et puis, j'ai aussi... dans ma délégation, on est 23 députés, on siège dans des groupes politiques, donc on travaille avec les autres. C'est vrai que c'est pas un métier, député européen, c'est un mandat. Être élu, c'est exercer un mandat. C'est un moment où vous mettez votre carrière professionnelle entre parenthèses pour exercer une responsabilité, pour défendre une vision politique, et vous avez un mandat des citoyens qui vous est octroyé, qui peut s'arrêter à l'élection suivante. Donc, vous travaillez avec vos autres collègues, à la fois le gouvernement, à la fois les députés nationaux, les sénateurs, les élus locaux. Donc, c'est un mandat où vous rencontrez beaucoup de monde. Et pour autant, à un moment, la décision finale, c'est vous qui la prenez. Quand vous votez, c'est vous. Donc, c'est vrai qu'il y a à la fois ce côté de rencontre de beaucoup de monde et à la fois quelque chose de solitaire et de solitude. Donc, c'est compliqué. Après, c'est vrai que il y a aussi d'autres parties prenantes qui sont membres de notre quotidien, notamment ce qu'on appelle les groupes d'intérêt, les lobbies avec lesquels on travaille, parce qu'on a besoin d'être informé, d'avoir ces éléments techniques pour pouvoir prendre après la meilleure des décisions. Parce que vous êtes amené, en tant que parlementaire européen, certes, vous êtes dans des commissions de travail, mais à la fin, vous votez sur tous les textes. Et moi, je ne peux pas avoir une expérience, une expertise technique sur à la fois toutes les zones géographiques dans le monde et à la fois sur tous les sujets, que ça aille à la taille des filets de pêche, les questions énergétiques, les questions industrielles pures. Voilà, on n'a pas toutes les informations techniques, on ne maîtrise pas tous les sujets. Donc, il y a besoin de faire appel à des personnes qui ont cette expérience, cette expertise, à la fois des think tanks, à la fois des industriels, à la fois des ONG, des associations, pour pouvoir prendre ensuite la meilleure des décisions. Donc, c'est dans ce sens-là où il y a beaucoup de gens qui gravitent en quelque sorte autour des parlementaires.
D'accord. Donc, on voit très bien quand vous parlez ou même quand vous agissez que vous êtes impliqué dans votre mandat et que vous passez beaucoup de temps aussi. J'avais une question qui peut paraître un peu tabou, c'est souvent celle qu'on redoute un petit peu, mais combien vous gagnez par mois niveau salaire et est-ce que financièrement vous retrouvez par rapport au temps passé aussi est-ce que vous avez raison de poser cette question et je préfère que vous me la posiez. De toute façon, c'est public. Hein. Si vous tapez sur un moteur de recherche, vous trouverez l'indemnité que gagne un député européen. Clairement, moi, je ne gagnais pas ça avant hein, dans mes fonctions précédentes, mais en même temps, je n'avais pas les mêmes responsabilités dans mes fonctions précédentes. J'informais, j'expliquais. Là, je suis entre guillemets dans le cœur du réacteur et je dois prendre la décision qui va être après applicable aux 500 millions de citoyens, qui va avoir des conséquences. Quoi. Quand j'appuie sur le bouton, ça a des conséquences. Donc, vous avez une responsabilité. Donc, c'est vrai que l'indemnité, on peut considérer qu'elle est élevée. Pour autant, j'ai d'autres collègues qui, dans leurs précédentes fonctions, gagnaient, par contre, dans le privé, beaucoup plus que leur indemnité. Donc, pour répondre avec précision à la question, parce que les gens attendent la somme, ce qui arrive directement sur mon compte en banque, après avoir payé des impôts à l'échelle de l'Union européenne, et puis parfois aussi des impôts en France, j'ai près de 7 800 € qui arrivent sur mon compte personnel. C'est vrai que spontanément, il y a des fois, quand je demande toujours, quand j'interviens dans le cadre scolaire, vous pensez combien, etc., de voir un peu la perception que peuvent avoir les gens. Alors souvent, ils me sortent 10 000, 12 000, moi, alors, puis après, ça fait un peu le taux, donc ils sont là 5 000, puis il y a toujours, ils sont là, ça fait beaucoup. Je dis oui, c'est vrai, parce que moi, comme je le dis, je ne gagnais pas cette somme en tant que directrice d'association. Hein, les associations, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, je n'avais pas les mêmes responsabilités et je n'avais pas les mêmes pressions. Et quand je vous parlais notamment des groupes d'intérêt tout à l'heure, si l'indemnité est élevée, elle vise aussi à garantir une chose, c'est l'indépendance des députés européens, garantir que la décision, justement, elle ne sera pas influencée, éviter la corruption. Ça vise aussi à ça, cette indemnité qui est élevée. Cette indemnité, elle est équivalente pour tous les députés européens. Alors, je vais vous dire que oui, des fois, je me dis que certains, ils ont la même indemnité que moi, là, qui font pas le même travail. Mais bon, ça, il y a peut-être des choses à réformer, parce que, en fait, votre indemnité, elle est déclenchée par votre présence en session plénière à Strasbourg, alors que le travail de fond, comme on le voit là dans l'événement, il se fait en commission, les éléments techniques, puis il y a le travail sur le terrain, et certains ne sont pas très présents en commission ou sur le terrain. Donc ça, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à réformer dans notre institution pour qu'il y ait une pleine implication de tous les collègues. D'accord, merci beaucoup. Alors ce sera tout pour la partie parcours et donc on va passer à la partie de cette journée. Et la première chose que je voulais vous demander, c'est pourquoi avoir décidé de faire une simulation? Pourquoi ce dispositif précis alors qu'il y en a des dizaines d'autres? En fait, c'est donc la 4e édition des 48 heures Europe. C'est un événement qu'on a organisé initialement pour 48 jeunes pendant 48 heures au domaine des Ormes. C'était 48 jeunes qui ne se connaissaient pas, qui étaient issus d'établissements scolaires dans lesquels j'étais intervenue. Et on avait organisé plusieurs temps, des débats, plein de choses, des échanges. Et puis la partie simulation est quelque chose qui leur a toujours plu dans les précédentes éditions et dans les différents temps, événements auxquels j'ai pu participer, parce que au final, c'est les jeunes qui sont acteurs. Parce que la simulation, vous vous mettez à la place et vous jouez le rôle d'un député européen. Vous voyez en quelques temps, un format un peu restreint, quand même, le processus décisionnel, les difficultés, les contradictions qu'il peut y avoir et tout. Donc ça, c'est un bel exercice démocratique qui est plébiscité à chaque fois, d'où la volonté là, de le faire cette année. En édition un peu plus grande que 48, donc ça demande une organisation plus compliquée. Mais en tout cas, des échanges que j'ai eus avec les participants, on voit que c'est quelque chose qui leur plaît. Et puis, ça démontre bien justement l'exercice de la démocratie. Le fait aussi, parfois, pour certains, de devoir jouer des rôles de députés qui ne pensent pas du tout comme eux. Donc, ça fait faire un pas de côté. Et je trouve que du coup, pour ça, c'est un bel exercice qui esquisse un peu quel est le fonctionnement aussi du Parlement européen, qui est très différent de notre fonctionnement politique national et qui est pourtant peu connu. Donc ça, c'est dommage. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'interviewer aussi des jeunes ce matin et on n'a eu que des bons retours. Et on se posait la question de comment vous avez choisi ces 3 thèmes précis.
Alors, sur le premier thème, il n'y a pas d'ordre prioritaire, mais si je commence par la question migratoire, on voit bien c'est un sujet très sensible en France, mais partout en Europe, qui est aussi instrumentalisé par notamment l'extrême droite, par les populistes. Donc, c'était important de redire un petit peu là où on en est, les réflexions qu'on doit avoir, de démontrer que la solution, elle est à l'échelle de l'Union européenne et qu'il faut avoir des débats à la hauteur des enjeux. On ne peut pas tomber dans des solutions caricaturales, que derrière, on parle de vie humaine et qu'il faut justement trouver des solutions en responsabilité et en solidarité tous ensemble. Donc voilà, je pense que c'est un élément important parce que quand j'interviens dans le cadre scolaire et que des fois j'entends des jeunes un peu réciter par cœur ce qu'ils peuvent entendre à droite ou à gauche, je trouve ça un peu dommage. Moi, au travers de cet événement, je veux que vous pensiez par vous-même. C'est ça l'objectif. Deuxième thématique, c'était la question du glyphosate. Là aussi, pour une région agricole telle que la nôtre, la Bretagne, je pense que c'est un sujet important. C'est un sujet important aussi de manière plus globale sur la question du changement climatique. Et là aussi, à chaque fois que j'interviens dans le cadre scolaire, on me demande toujours « mais qu'est-ce que vous faites pour le climat ? Ça va pas assez vite ?» Donc voilà, et le glyphosate est un symbole fort dont on débat et qui est d'actualité, vu qu'il y a eu une réautorisation pendant 10 ans de la part de la Commission européenne du glyphosate. Donc je trouvais que c'était important d'avoir aussi ce débat ce matin. Et la dernière question, c'est plus une question d'ordre économique, international, pour bien démontrer aussi que les enjeux, c'est du local au mondial et du mondial au local, que tout est interconnecté. Et les matières premières, on ne connaît pas toutes les chaînes de valeur, on ne maîtrise pas les choses. Et de démontrer qu'on ne peut pas, là aussi, avoir des débats binaires sur le commerce international. Ce n'est pas pour ou contre des accords de commerce, ce n'est pas ça le sujet. C'est comment on façonne les chaînes de valeur, comment on travaille à la création de valeur en dehors de l'Union européenne. Et ces matières premières, on en a besoin pour réussir justement l'enjeu du changement climatique. Mais il y a la question de leur extraction, de leur utilisation, du recyclage. C'est pour aussi démontrer que les choses sont complexes. Et quand on nous propose des solutions simplistes, ça ne marche pas, quoi. Donc c'est aussi pour faire prendre conscience que la démocratie est un processus vivant qui doit être, où toutes les parties prenantes doivent être justement présentes, doivent débattre entre elles. On doit créer les conditions d'un débat sur tous ces sujets qui sont parfois complexes et de le faire tous ensemble. Donc c'est un peu d'où ces choix-là. D'accord. Et comme vous l'avez dit, la question du glyphosate est évidemment d'actualité. Et donc justement, après que la loi a été adoptée ce matin, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai trouvé que ce matin, c'était très intéressant parce qu'effectivement, ils avaient à débattre d'une question orale parce que la décision sur la poursuite de l'autorisation ou non du glyphosate est dans la main des États membres. Et les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et nous, le Parlement européen, on vise plutôt à pousser justement les États membres à avancer sur ce sujet. C'est vrai qu'on a des débats au Parlement européen aussi tendus. Là, on voit bien les positionnements politiques des uns et des autres ou les positionnements en fonction de l'origine nationale des États membres. Parce que vous avez une agriculture qui est plus ou moins forte dans certains États. Vous avez des industries chimiques qui sont plus ou moins fortes dans certains États. Donc, ça démontre la complexité du débat. À la fois, justement, la question de santé publique, la question de concurrence internationale, la question de la souveraineté alimentaire, comment on accompagne la transition, comment on investit sur la recherche, l'innovation. Donc, nous, notre ligne a toujours été de dire, justement, si pas d'alternative, on n'interdit pas et qu'il faut travailler justement à ces alternatives. Et on voit qu'il y a eu quand même des industries qui n'ont pas joué leur rôle pour créer ces alternatives. Donc, il faut qu'on continue à pousser. Et je trouve que ce matin, justement, avec le vote final où finalement, ils sont pas tombés d'accord, il n'y a pas eu de question qui a été adressée à la Commission, c'est révélateur de l'engagement fort de la jeunesse pour les questions d'environnemental et de santé publique. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt un bon signe pour l'avenir de la démocratie et l'avenir de manière globale. D'accord, merci beaucoup. C'était la dernière question pour celle de la journée. Et enfin, c'était les questions sur l'Europe en général. Vous aviez dit ce matin, et ça nous a marqué, vous êtes breton, français et européen. Alors, mais comment pensez-vous que s'articulent ces trois territoires ? C'est vrai, exact. Je l'ai dit ce matin. Parce que
souvent les Bretons quand même sont... Alors, c'est la Limougeaude en plus qui le dit, hein, donc, mais je me sens bretonne parce que ça fait maintenant des années que je vis en Bretagne et j'ai fait le choix de m'établir en Bretagne, j'ai fait le choix de construire ma famille en Bretagne. J'ai rencontré un Breton, donc je me sens bretonne et j'aime cette région, justement pour ce qu'elle représente, notamment l'ouverture vers l'Europe et vers le monde. Et c'est vrai que les Bretons, partout où vous allez dans le monde, vous allez toujours tomber sur un Breton. Et c'est fou, pareil qu'au niveau du Parlement européen, quand on me demande « mais vous venez d'où ?» et que je dis la Bretagne, mais il y a comme un sentiment qui s'apaise chez mes interlocuteurs, de dire « ah, elle est bretonne, elle n'est pas française ». Comme s'il y avait quelque chose, la Bretagne est identifiée partout dans le monde. Alors, ils savent bien la situer, ils savent qu'il y a quelque chose de spécifique chez les Bretons, cette ouverture justement, et cette volonté aussi peut-être de plus s'inscrire dans une logique de compromis, travailler ensemble. C'est un trait fort quand même, même si on a du caractère, hein, mais quand même, cette volonté d'aller de l'avant, de trouver des solutions, je trouve que c'est vraiment fort chez les Bretons. Et donc, la Bretagne, c'est une région qui sait aussi ce qu'elle doit à l'Europe, notamment sur la question agricole, sur la question de la pêche, qui s'est développée parce que l'Union européenne a soutenu notre région. Ça pose maintenant aussi beaucoup de questions, parce qu'on est en périphérie de l'Europe, donc sur les questions de mobilité, sur justement aussi la question du modèle agricole. Donc oui, on est français. Voilà, parce qu'on a la nationalité d'un État membre, on a de fait la citoyenneté européenne. Mais c'est vrai que ce triptyque breton, français et européen, il peut être très fort chez certains, quand notamment ils ont eu l'opportunité de voyager. Il peut être moins fort chez d'autres parce que c'est pas parce que vous avez la nationalité d'un État membre qui fait découler, comme je viens de le dire, la citoyenneté européenne, que vous vous sentez citoyen européen. Ça, c'est très propre, hein, finalement, à la vie de chacun. Donc, l'objectif, c'est bien de montrer que ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne a des conséquences et a un impact pour notre région. Donc, c'est l'alliance plutôt que l'opposition, quoi. D'accord. Vous avez extrêmement bien répondu à la question. Vous avez été très précise. Et c'était l'avant-dernière question. Pensez-vous qu'il faille renforcer les pouvoirs de l'Europe ? Je pense qu'en fait, il faut mieux d'Europe et pas nécessairement plus d'Europe. Je pense que l'Europe, elle doit agir là où elle a une vraie plus-value à apporter, sur les questions justement environnementales, parce que l'enjeu environnemental, on y répondra s'il y a une vraie action globale. Et c'est bien l'Union européenne en tant que telle qui peut faire bouger notamment les grands émetteurs que sont la Chine ou les États-Unis. Donc l'Union européenne a une vraie plus-value parce que c'est un espace de paix, c'est un espace de liberté, c'est un grand marché aussi, et c'est lui qui peut faire bouger justement les autres. Et que quand on veut justement, et ça rejoint la question précédente, breton, français, européen, c'est pas en opposition, mais au contraire, comme je le disais, c'est bien justement parce qu'on est attaché à notre région, parce qu'on est attaché à notre pays, qu'il faut être pleinement investi à l'échelle de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est un modèle singulier. C'est pas les États-Unis où tout ne serait qu'économique. C'est pas la Chine où tout ne serait que propriété de l'État. C'est autre chose. C'est un modèle singulier. Et c'est un espace qui est basé sur les valeurs, justement, de l'État de droit, qui est basé sur les valeurs de solidarité, des valeurs humanistes. Donc, il faut le défendre. Et on est attendu aussi pour ça dans beaucoup de zones dans le monde. On attend souvent, on se dit, même là, vous voyez le contexte international très difficile dans lequel on se situe. Et les gens nous disent, mais que fait l'Europe ? Que pense l'Europe ? Donc on doit défendre cette unité européenne, malgré le fait qu'on ne pense pas tous la même chose. Mais en tout cas, l'Union européenne, elle doit agir sur certains grands enjeux. Et par contre, des fois, elle doit laisser la place à d'autres. C'est ce qu'on appelle en principe juridique la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on met la compétence au bon niveau. Il y a des fois, c'est à l'échelle régionale, des fois, c'est l'échelle nationale, et dans d'autres cadres, c'est à l'échelle européenne d'avancer sur certains sujets. D'accord. Et enfin, en dernière question, puisqu'on vient de faire toutes ces interviews, on voit que vous êtes impliqué vraiment dans votre mission en tant que député au Parlement européen, que vraiment votre mandat, vous travaillez, vous réfléchissez. Est-ce qu'avec les élections qui arrivent en juin, vous allez vous représenter ? Est-ce que vous en avez l'envie ? Alors c'est vrai que c'est une question qui maintenant arrive de plus en plus, forcément, plus la période se rapproche.
très honnêtement, si c'était demain, parce qu'il peut se passer quand même beaucoup de temps, si c'était demain, je dirais à la fois au président de la République et à la fois à François Bayrou, le président de mon parti, vous m'avez fait confiance en 2019, j'ai envie de continuer. Je pense que je leur dirais, je vous ai démontré que vous avez eu raison de me faire confiance, parce que c'est un pari qu'ils ont pris. J'étais pas responsable politique avant. Certes, je connaissais les questions européennes, mais ils auraient pu dire, voilà, des fois, aller chercher des gens de la société civile, des fois c'est pari gagnant, des fois ça marche pas. Parce que le monde politique, comme on en avait bâti, c'est pas toujours facile, parce que l'objectif c'est de gagner ces combats politiques. Vous pouvez être un très bon technicien, mais par contre, vous n'allez pas être très efficace dans l'influence et dans la navigation justement au Parlement européen. Donc je pense que j'ai su leur démontrer qu'ils avaient fait le bon choix, que je savais créer cette influence, cette crédibilité par mon travail, vous l'avez dit, parce que c'est ça qui est intéressant au Parlement européen, c'est le travail qui compte. C'est pas le fait d'aller crier sur les plateaux télé. Vous êtes crédible aux yeux de vos collègues quand vous êtes présent, quand vous travaillez, quand vous écoutez les uns les autres, quand vous cherchez des solutions. Donc oui, je leur dirais, voilà, j'ai envie de continuer. Par contre, et ça reprend aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, cette décision, forcément, plus les mois vont passer aussi, elle sera prise d'abord et avant tout avec mon mari et ma fille, parce que c'est vrai que c'est un changement de vie aussi, pour dire alors on continue pas, parce que c'est un impact dans leur quotidien à eux aussi. Moi, c'est vrai, vous l'avez souligné, c'est un mandat qui me passionne. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à me dire que je représente les citoyens, que j'ai le sentiment d'être utile, que je m'investis à 300% dans ce que je fais. Donc ça, oui, pour ça, du coup, j'ai envie de continuer parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment sur les questions de commerce international sur lesquelles je suis investie, pour de nouveaux accords de commerce qui répondent véritablement à tous ces défis du changement climatique, de concurrence internationale. Donc le chemin est long. Mais il faudra d'abord avoir cet échange en famille et puis après cet échange avec les chefs de parti, le président de la République, parce que c'est lui qui décidera aussi qui sera sur la liste, comment elle sera constituée cette liste. Mais il y a cette volonté de continuer à servir les citoyens. Merci beaucoup. C'était la dernière question qui clôture notre interview et je vous remercie d'avoir parlé aussi franchement, passionnément à toutes mes questions. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Et merci beaucoup de votre attention.